Qu'est-ce que le traité transatlantique, ou le TAFTA? C'est ce que l'institution européenne nomme le TTIP ou PTCI, Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. C'est une négociation en vue d'ouvrir ou de développer un grand marché économique transatlantique entre l'Amérique du Nord et l'Union européenne. Les rues de Paris sont faites pour moi. Il est question de s'accorder sur les modèles déjà existants, par exemple l'accord général du commerce sur les services, ou encore l'ALENA, un accord existant depuis près de 20 ans entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. À terme, il s'agit de créer un bloc intercontinental unifié. Le grand marché transatlantique en est une construction supplémentaire, tout comme le partenariat transpacifique, US-Asie sans la Chine. Tous deux sont accompagnés au même moment d'une nouvelle organisation de l'Union européenne, avec le découpage des nations en euro-régions. Le traité transatlantique, c'est déjà un projet de longue date. 1990, déclaration transatlantique. 1995, constitution du Business Dialogue à la demande des États-Unis. C'est un groupe d'entreprises. 2007, création du Conseil économique transatlantique. Est-ce qu'un seul candidat à la présidentielle de 2012 vous en a parlé? Connaissons-nous vraiment le fonctionnement de l'Union européenne? Ici, la Commission européenne, composée de commissaires non élus, présente des recommandations. Les 28 gouvernements de l'Union européenne acceptent ou refusent ces recommandations. Pour le TAFTA, la Commission est le négociateur unique. Aucun pays ne peut prendre l'initiative de s'immiscer dans la négociation. La Commission est assistée d'un comité spécial, le 207, où sont représentés les 28 pays de l'Union européenne. Voici quelques dates. Le 13 février 2013, Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, et José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, signent avec Barack Obama, le président des États-Unis, la procédure en vue de négocier le grand marché transatlantique. Le 23 mai, le Parlement européen donne son feu vert à l'ouverture des négociations. Le 14 juin, les 27 pays membres, parce qu'il n'était que 27 à ce moment-là, approuvent le mandat de négociation sans aucune consultation des parlements nationaux. Le 8 juillet, les négociations commencent à Washington, malgré le scandale de l'espionnage généralisé de la NSA. Il est certain que cette initiative de grand marché transatlantique n'est pas la volonté des peuples européens qui subissent l'austérité et une augmentation de la pauvreté. Cela vient d'en haut, du 1%. Les rues de Paris sont faites pour moi. D'ailleurs, la Commission européenne a reconnu avoir préparé les négociations au préalable, avec au moins 119 réunions avec de grandes entreprises. Y a-t-il eu une seule réunion publique? Vous l'aurez compris, les négociations sont secrètes et l'Union européenne maîtrise sa communication. Heureusement, il y a eu des fuites. Dans un document appelé Trade Sensitive, on peut avoir un aperçu. Dans le préambule, on peut lire « Le partenariat est basé sur des valeurs communes ». Des valeurs communes? Mais lesquelles? En effet, il y a des divergences. Le rôle de l'État. Les États-Unis sont une fédération, la France est une république indivisible, et l'Europe n'est pas encore supranationale. La religion est prédominante aux États-Unis, alors qu'en France et en Europe, c'est la laïcité qui domine, en principe. God bless you. God bless the United States of America. God bless our God bless you. May God bless the United States of America. God bless the United States of America. God bless you. God bless the United States of America. La justice, le droit du travail, les droits des consommateurs ne sont pas les mêmes non plus. L'environnement aussi, puisque les États-Unis n'ont pas ratifié Kyoto. La culture, puisqu'ils ne sont pas signataires non plus de la Convention de l'UNESCO. Le rapport entreprise privée politique est divergent en France et aux États-Unis. La peine de mort, la vente d'armes sont aussi des points de désaccord. Enfin, sur le plan international, les États-Unis et la France divergent parfois, comme à l'ONU avec le discours de Dominique de Villepin, qui nous opposait à la guerre en Irak. Bon, si la Commission européenne n'a pas voulu s'embarrasser avec ces différences, voyons voir la suite. L'accord prévoira la libéralisation réciproque du commerce des biens et des services, ainsi que des règles sur les questions en rapport avec le commerce, avec un haut niveau d'ambition. Donc l'accord qui est négocié, c'est pour libéraliser et redéfinir les règles actuelles. Qu'est-ce que cela donne, le libéralisme en Europe? Redéfinir les règles, oui, mais dans le sens des entreprises, pas sûr. Déjà que les règles actuelles ne nous protègent pas beaucoup. L'accord s'applique à l'échelle de l'État, de la région, du département, de la commune. Les obligations de l'accord engagent tous les niveaux du gouvernement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces négociations ont pour but d'ouvrir de nouveaux marchés, non pas en créant de nouveaux marchés, mais en détruisant les services publics à tous les niveaux des territoires, afin d'en faire des marchés privés. Quel est le résultat de la privatisation déjà menée dans les services publics?
L'objectif de l'accord est de générer de nouvelles opportunités économiques pour la création d'emplois et la croissance, grâce à un accès accru au marché, une plus grande compatibilité de la réglementation et la définition de normes mondiales. Dans cet article, il y a 3 problèmes. Oui, 3. Premier problème, redéfinir les normes mondiales suppose déjà que les États-Unis et l'Union européenne ont la volonté d'imposer aux nations du monde, comme à la Chine ou la Russie, leurs normes, en comptant sur le nombre de consommateurs qu'un grand marché transatlantique représenterait, soit 500 millions de personnes. Le deuxième problème, c'est que redéfinir les normes mondiales suppose de s'accorder dans des domaines tels que l'agroalimentaire avec les OGM, les énergies avec le gaz de schiste, l'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les industries de la santé, les techniques de l'information et de la communication, les services financiers. Enfin, le troisième problème que cet article pose, c'est que ces négociations pour une union économique et commerciale avec l'Amérique du Nord ont pour argument la création d'emplois et la croissance. À ça, 2 choses. Oui, 2. La première, c'est que l'Union européenne a commandé une étude sur les perspectives de gains qu'entraînerait le grand marché transatlantique. Cette étude a été réalisée en mars 2013, après la ratification de la procédure par Barack Obama, Van Rompuy et Barroso. C'est le Centre de recherche économique de Londres qui a rédigé ce rapport. Il a été validé depuis par la Commission européenne. Dans ce rapport, on y trouve des phrases appelant à se méfier des limites de l'étude à cause d'une véritable difficulté de prévision. Les prévisions sont celles-ci. Plus 0,5% de croissance pour le produit intérieur brut de l'Union européenne. De 400 à 500 000 emplois créés pour l'Union européenne contre 26,5 millions de chômeurs actuellement. Cette prévision est pour quand ? Pour 2027, c'est-à-dire dans 13 ans. Les rues de Paris sont faites pour moi. Enfin, la dernière chose que soulève cet argument, c'est la considération que l'Union européenne et les États-Unis, même la France, ont de la croissance. En effet, notre économie est construite sur la nécessité d'une perpétuelle croissance, un peu sur le modèle du Monopoly. À la fin d'une partie, le jeu s'arrête, mais dans la vraie vie, quand les joueurs n'ont plus de quoi vivre, ils font comment ? Quel est le niveau de pauvreté, de suicide, de fermeture d'entreprise, de vie détruite qu'il est nécessaire pour changer de modèle économique ? C'est quoi la limite ? Le but sera d'éliminer toutes les obligations sur le commerce bilatéral, avec l'objectif commun de parvenir à une suppression substantielle des droits de douane. Même si bon nombre de tarifs douaniers ont été déjà éliminés, il subsiste des désaccords entre les États-Unis et l'Union européenne, concernant le textile et l'agroalimentaire notamment. Jacques Barthelot, agroéconomiste, dit « Un tel accord dans le domaine agricole accélérerait le processus de contraction des exploitants pour maintenir une compétitivité minimale, réduisant drastiquement le nombre d'actifs agricoles, augmentant fortement le chômage, la désertification des campagnes profondes, la dégradation de l'environnement et de la biodiversité, et mettrait fin à l'objectif d'instaurer des circuits courts entre producteurs et consommateurs. » L'accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différents investisseurs-États. Il est question ici de protéger les investisseurs en créant spécifiquement pour eux un tribunal d'arbitrage indépendant de toute juridiction. Le droit à la concurrence l'emporte sur le droit social. Par exemple, un État ne pourra plus décider d'une politique en direction d'une région défavorisée sans procurer le même type d'avantages au secteur privé nord-américain et européen. L'accord portera sur des questions liées au droit de propriété intellectuelle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le savoir ne se fait plus par mimétisme, comme pendant des siècles, mais maintenant par des échanges commerciaux et une appropriation du vivant par les brevets. Cela a pour effet de favoriser la rentabilité des innovations, à défaut de l'intérêt général. L'accord traitera des questions de transparence. À cette fin, il comprendra des dispositions sur l'engagement de consulter les parties prenantes avant l'introduction de mesures ayant un impact sur le commerce et l'investissement. Est-ce que chacun des États membres devra demander la permission avant de légiférer à un organe supranational ? C'est bien la question que cet article soulève. Ici, l'Union européenne marque l'objectif de prendre un peu plus le contrôle sur les peuples. En résumé, le traité transatlantique, le TAFTA, n'est pas un traité pour la croissance et l'emploi, c'est un traité pour confier le contenu des normes aux firmes privées et limiter le droit des gouvernements et des parlements à légiférer. C'est un vol des pouvoirs. Comment sommes-nous arrivés là ? C'est peut-être que dans un premier temps, nous avons confié notre pouvoir citoyen à des représentants qui, eux-mêmes, exercent le pouvoir au profit premier de leurs intérêts, celui que l'argent permet, et que dans un deuxième temps, dans les années 60, s'est développée une idéologie de la corporation. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Le traité transatlantique pose la question suivante. Est-ce que nous voulons vivre dans une société du chacun pour soi, individuelle, ou est-ce que nous voulons vivre dans une société unie par des intérêts communs ?
Finalement, l'utilité du traité transatlantique, c'est qu'il bouscule le réveil des consciences, car il met en exergue, par opposition, l'engagement des peuples à se mouvoir dans une société meilleure. On y retrouve des mouvements comme celui de la transition, des colibris, des anticorps, de la démocratie directe, les engraineurs, et tout un tas d'autres projets vers une évolution de la société par l'action contributive.